est mardi 20 septembre, mardi soir 21h30 et j'ouvre enfin ce carnet de lecture. Du coup, ce soir j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai un petit unboxing à faire et je voulais vous parler d'une des lectures que j'ai faites hier. Ouais, c'était hier je crois. Je vais pas trop m'attarder quand même parce que je pense que vous n'avez pas une très bonne qualité de vidéo là, j'imagine que vous avez un peu de grain. Je suis désolée, 21h30 il fait nuit, l'été est terminé, hein, ou presque en tout cas. Euh, donc du coup à cette heure-là il fait déjà nuit, j'ai allumé toutes les lumières possibles mais je pense que c'est pas très terrible en termes de luminosité. Mais bon écoutez, on va faire rapidement mais efficacement. Donc, d'abord, j'ai un petit unboxing à vous faire. Je reconnais l'enveloppe, je sais de qui ça vient, enfin j'imagine. Et je suis surexcitée. Alors, et oui, c'est Eve. Pardon, vous avez une queue de chat qui vient de passer devant la vidéo. Ah, génial. Trop bien. Merci Eve. Donc j'ai un petit mot et comme vous pouvez le voir, elle a hyper bien emballé le paquet. C'est trop mignon. Donc, j'essaye de défaire correctement et de pas... Je crois que je vais casser. Ouh là 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 là. Alors ça, j'ai l'impression que ce sont ces nouveautés de l'automne. Ah, trop bien. Oh, c'est trop beau. Ah, je suis trop fan. Alors, il y a 3 petits marque-pages. Oh, celui-là, je suis trop fan, je l'adore. Le premier, avec les petits renards et tout. Hyper automnal, hein, pour le coup. Le deuxième, très automnal aussi, avec la petite citrouille et tout. Ah, j'aime beaucoup. Et le dernier, qui est plutôt chill, cozy aussi, qui est très sympa. Oh là là, Eve, merci beaucoup, j'adore, je suis trop fan. Regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux. Et j'ai la petite carte qui va avec. Ah non, mais cette carte, elle est superbe, je suis trop fan. Hein. Regardez-moi ça. Hop, et là, vous avez ses coordonnées ici. Mais je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos pour que vous ayez accès à sa boutique. Mais franchement, j'adore. Bon, bah alors autant te dire, Eve, que tes marque-pages vont clairement accompagner toutes mes lectures automnales. Donc, c'est juste parfait. Merci beaucoup. Sinon, je voulais également vous parler de ma lecture que j'ai faite hier. Ada. Ada de Barbara Baldi, aux éditions ici même. Maison d'édition que je ne connaissais pas. Alors, j'ai l'impression que vous avez un vieux reflet, là, mais bon, voilà. Je vous ai mis quelques plans normalement juste avant, donc vous aurez vu comme ça un peu le dessin notamment. Ada, c'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Alors que j'ai beaucoup aimé. Nuançons un peu le propos. J'ai particulièrement apprécié le dessin que je trouve très beau, très réaliste, vraiment. Enfin, je peux vous montrer. Hein, alors, les dessins de la fin particulièrement, je ne vais pas tout vous montrer parce que je veux pas tout vous spoiler non plus, mais regardez-moi ces dessins quoi. Ils sont pas trop beaux. Donc voilà, enfin, j'ai vraiment adoré le dessin. Après, j'ai trouvé l'univers très sombre, l'histoire très dure et presque sans espoir en fait. Et j'ai refermé le livre, je fais ah ouais, c'est saisissant, c'est prenant. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ça se lit extrêmement vite parce que c'est un peu sur la même lignée que Crushing de Sophie Burroughs dont je vous parlais la semaine dernière. En fait, il y a très peu de dialogue, vous voyez, enfin, il y a des planches entières comme ça, sans dialogue. Donc, c'est des romans qui se lisent très vite, des romans graphiques qui se lisent très vite. Mais en fait, l'univers est particulièrement triste, particulièrement sombre. Et ouais, c'est assez prenant. Ne serait-ce que pour les dessins, je vous conseille d'aller jeter un œil à Ada. Le trait de crayon est vraiment incroyable. C'est d'un réalisme assez époustouflant. Et voilà. Après,
vous êtes prévenus. C'est assez sombre, ne vous attendez pas à quelque chose d'hyper gai, hyper joyeux. Si vous êtes dans un mood un peu tristou, je vous déconseille de lire ce roman graphique tout de suite. Voilà. Attendez d'aller un peu mieux parce que ça va vous mettre un petit coup, je pense. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Je vais pas m'éterniser plus parce que vraiment je pense que la luminosité de la vidéo est particulièrement mauvaise. Mais je reviendrai vous parler dans la semaine, je sais pas quand encore, mais voilà, c'est prévu en tout cas que je revienne vous parler. Je vous parlerai de mes lectures en cours. Et en attendant, je vous souhaite une très belle continuité de vidéos. Hello, je prends enfin le temps de venir vous parler. On est samedi après-midi, il est presque 14h et je n'ai absolument pas pris le temps de vous parler de la semaine et je m'en excuse. J'ai eu pas mal de travail, j'ai eu une énorme crise d'allergie qui fait que voilà, j'étais pas franchement en forme. Donc je n'avais pas vraiment envie de prendre la caméra, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. Donc, étant donné qu'il y a très peu de films, ce que je vais faire, c'est que je vais très probablement compiler ce carnet de lecture là avec celui de la semaine prochaine. Et du coup, ça vous fera un gros carnet de lecture qui sortira le 3 octobre, le lundi 3 octobre. Je pense que je vais faire ça. Voilà, je suis encore en phase de réflexion, mais à mon avis, ce sera plus simple, vous aurez plus d'informations. Et en plus de ça, en ce moment, vu que je suis en plein dans mes lectures pour le Grand Prix des lectrices L, ce sont des lectures dont je peux pas trop vous parler, donc finalement, en termes de contenu, je pense qu'on s'y retrouvera plus si je vous fais un gros carnet de lecture sur 2 semaines. En attendant, je peux quand même vous parler de quelques-unes de mes lectures et ça tombe bien, cette semaine j'ai terminé 2 livres dont je vais pouvoir vous parler. J'ai terminé dans un premier temps ma lecture audio qui était Un couple irréprochable de Alafer Burke et j'ai également terminé Les filles au lion de Jessie Burton. Donc, je vous propose de commencer par Un couple irréprochable parce que j'ai terminé la lecture audio ce matin, donc j'ai les idées assez fraîches en ce qui concerne cette lecture. Un couple irréprochable, donc c'est un livre que j'ai écouté sur Audible. Dans cette histoire-là, on fait la connaissance de Angela et de Jason. C'est un couple assez aisé qui vit une petite vie tranquille à Greenwich Village à Manhattan avec leur fils Spencer. Jason est un économiste réputé, donc il donne des cours à la fac, il donne des interviews, il a son propre cabinet de conseil. Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où leur bonheur va clairement se fissurer, puisque l'une des étudiantes stagiaires de Jason l'accuse de harcèlement. Et en plus de ça, une autre femme, Kerry Lynch, va l'accuser de viol, tout simplement. Donc Kerry Lynch est de mémoire, je crois qu'elle est directrice marketing ou quelque chose comme ça, pour une entreprise voilà, dont que Jason connaît bien. Et donc il va être accusé de viol par cette femme-là. Et donc c'est tout le tapage qu'il va y avoir autour, c'est tout le tapage médiatique. Et la vie de la famille Powell va être passée au peigne fin. Et on découvre beaucoup de secrets. On se rend compte que leur vie qui semble si parfaite sur le papier, bah finalement elle n'est pas si parfaite que ça. Voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire parce que clairement j'ai trop peur de vous spoiler quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture audio. J'ai aimé cette lecture audio parce que c'est un roman qu'on peut presque qualifier de roman procédural. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux procédures judiciaires et compagnie, donc là c'est un petit peu ça, en fait on est plongé dans une procédure judiciaire qui prend une place vraiment très importante dans le roman. Je dirais même que c'est un peu le fil conducteur du roman. On découvre toute l'histoire de la famille Powell à travers les différentes étapes de la procédure. Et ça, c'est vraiment bien fait. Alors, je pense que si vous n'avez pas
si vous n'avez pas une affinité particulière avec tout ce qui est un peu procédure judiciaire et compagnie, ça peut peut-être vous rebuter un peu parce que je pense que certains passages peuvent paraître longs par rapport à ça. Moi j'adore ça, donc clairement j'ai pas trouvé ça long, mais je pense que ça peut être un peu long si vous n'avez pas du tout d'atome crochu avec ce genre de procédure. Pour faire un parallèle, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans un épisode de New York Unité Spéciale. Je sais pas si vous voyez un peu, mais voilà, bon, même si ça n'a rien à voir bien sûr, mais c'est vrai qu'en termes de procédure, c'est assez long, c'est assez bien décrit. Enfin, moi j'ai encore une fois adoré, mais je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Il vaut mieux l'avoir en tête avant de commencer votre lecture. C'est un véritable scandale américain auquel on assiste pendant une très très bonne partie du roman, et petit à petit on va découvrir plein de secrets. On se rend vite compte que Angela, elle cache plus ou moins autant de secrets que Jason, et voilà, et en fait on est vite entraîné dans l'histoire. L'intrigue elle est haletante, on a hâte de connaître la suite, le style est vraiment entraînant, enfin vraiment, moi je me disais mais en fait, plus ça va, plus le suspense monte un peu, et on a vraiment envie de connaître la fin. Plus ça allait, moi, plus je voulais vraiment pas lâcher ma lecture. C'était vraiment... j'avais presque envie de me dire, oh mince, j'ai terminé mon plat là, mais est-ce que je peux pas faire une purée ou quelque chose pour mon fils, parce que là, j'ai trop envie d'écouter encore un chapitre, et voilà. Donc ouais, non, l'intrigue est vraiment haletante, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, c'est une lecture que j'ai certes beaucoup appréciée. Par contre, j'ai trouvé que certains éléments étaient un petit peu prévisibles. Le dénouement ne m'a pas plus étonnée que ça, parce que j'en avais deviné une partie. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Voilà. Alors après, ça n'enlève rien à la qualité du roman, ça n'enlève rien à la qualité de l'intrigue, à la qualité de l'écriture, et ça n'enlève rien à cette ambiance un peu pesante qu'on retrouve tout au long du roman. Mais c'est vrai que moi ça m'a un petit peu déçue, parce que je me suis dit ah mince, enfin il y avait 9 heures d'écoute je crois, et arriver au bout des 9 heures d'écoute pour se dire bah finalement j'avais découvert une bonne partie des choses, bon c'est un petit peu dommage. Après, ça reste quand même une excellente lecture, ça reste un bon roman, une bonne intrigue, c'est vraiment immersif. Et ouais, c'est un roman procédural qu'on peut... ouais, un roman procédural avec une intrigue de dingue, et avec une ambiance vraiment immersive. Après cette très bonne lecture audio, je voulais également vous parler des Filles au lion, qui est ici de Jessie Burton. Les Filles au lion, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un couple irréprochable, c'est un roman avec une double temporalité. D'abord, on fait la connaissance de Odell. Odell est une jeune femme qui est originaire des Caraïbes et qui vit désormais à Londres en 1967, c'est bien ça, 1967. Elle obtient un poste dans une galerie d'art, et elle rencontre l'une de ses patronnes, Marjorie Quick, qui est une personne assez mystérieuse, énigmatique même. En parallèle, elle va rencontrer un jeune homme, Laurie Scott. Il va la courtiser, il va aussi lui évoluer dans le monde de l'art. Et il va hériter d'un tableau qui représente 2 femmes et un lion. Et c'est un tableau qui semble avoir une valeur importante. Et en fait, toute l'intrigue, elle est faite autour de ce tableau, ce fameux tableau avec les 2 femmes et le lion. À côté de ça, donc ça c'est la première temporalité, à côté de ça on suit une autre histoire qui se passe en 1936, et on rencontre la famille Schloss qui vit près de Malaga en Andalousie, donc en 1936 du coup. Cette famille, qui est mi-londonienne, mi-viennoise, est venue s'installer dans le sud de l'Espagne, qui connaît quand même une situation politique très particulière et assez difficile. Et Olive, la fille du couple Schloss, qui est une jeune femme, rêve d'intégrer une école d'art prestigieuse, mais à cette époque, peu de femmes arrivaient à percer dans le monde très très fermé de la peinture et de l'art, en règle générale. Voilà le pitch de base.
C'est une lecture que j'ai dégustée, on va dire. J'ai pris mon temps pour la savourer, j'ai pris mon temps parce que déjà d'une, ce n'est pas non plus un roman très facile à lire, dans le sens où on n'est pas sur un page turner. Il faut vraiment prendre le temps. C'est un roman très mystérieux, avec beaucoup de secrets, qui est construit un peu comme une enquête, avec un fil à dérouler, et le lecteur va tirer dessus et dérouler l'histoire tout au long de sa lecture. En gros, c'est ça, hein. On va aller de rebondissement en rebondissement et on est très souvent surpris. Et ça, c'est hyper appréciable. Pour le coup, si je fais un parallèle, bon, ce sont deux lectures qui n'ont rien à voir, hein, mais si je fais un parallèle avec Un couple irréprochable dont je vous ai parlé juste avant, où je vous disais que bah, ça manquait un peu de surprise parfois parce que pour le coup, j'avais découvert pas mal de choses. Là, en l'occurrence, j'ai été surprise du début à la fin. Enfin, voilà, on a l'impression de savoir des choses, on a l'impression de connaître la vérité, de découvrir quelques secrets, et en fait, pas du tout. Enfin, vraiment, moi j'ai été bernée, et c'est ce qui est vraiment appréciable dans ce livre. C'est un roman qui aborde des thématiques passionnantes avec beaucoup de finesse. Le racisme, par exemple, y est abordé tout en délicatesse, hein, parce que c'est vraiment pas le thème principal de l'histoire, mais il est là, en fond. Et pourquoi? Bah parce que en 1967, l'Empire britannique existe encore, et bah voilà, Odell, elle vient des Caraïbes, et elle doit s'adapter à ce Londres qui est décrit comme froid, comme immaculé, et où les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir des personnes de couleur débarquer comme ça dans leur vie. Malgré ça, la thématique première, même si effectivement il y a quelques thématiques, hein, comme le racisme qui reste un petit peu en fond, la thématique première, ça reste l'art et la place de l'artiste, aussi bien la place de l'écrivain que du peintre. En fait, c'est un roman qui est plein de questionnements, plein d'ambivalence, de contradictions. Euh, on va poser des questions un peu tout au long de ce roman. Comment réussir à percer et à être prise au sérieux quand on est une femme artiste en 1940 ou en 1960? Comment acquérir assez de confiance en soi pour pouvoir se lancer dans le monde de l'art? Voilà, c'est ce genre de questions en fait qu'on va avoir en filigrane comme ça tout au long de la lecture. J'ai apprécié les deux intrigues, autant celle qui se passe en 1960 que celle qui se passe en 1936. De toute façon, hein, bon, ça je ne spoil pas, hein, mais elles sont liées, hein, ces intrigues-là, donc je les ai appréciées toutes les deux. Mais c'est vrai que celle qui se passe en 1936, elle a un côté romanesque qui apporte un petit plus au roman. Euh, j'ai assez peu l'habitude finalement de lire ce genre de roman, et j'ai vraiment apprécié. Ça a été une découverte surprenante, une découverte agréable, et malgré un début de roman qui est quand même assez lent, avec une intrigue qui est un petit peu longue à se mettre en place, comme je vous disais, hein, c'est pas un page turner, on n'est pas sur un roman qui se lit en 2 jours. Ça n'empêche que ça reste vraiment un très très beau livre, et je pense que je m'en souviendrai quand même pendant un bon petit moment, parce que il me laissera une trace, et voilà. Et du coup, c'est juste très bien écrit, c'est parfait. Donc, laissez-vous tenter par Jessie Burton. Je sais qu'elle a écrit Miniaturiste, je crois, que je n'ai pas lu, hein. Je crois que c'est un roman enfin, je crois que c'est le roman qui l'a fait connaître en tout cas, et qui a eu beaucoup de succès. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas lu. Je sais pas si je me lancerai ou pas. Là, je me suis lancée sur Les Filles au Lion parce que l'intrigue me disait bien, et parce que j'en avais entendu parler notamment de la part de Amélie, de la chaîne YouTube Amélie. Mais ouais, enfin, franchement, c'est une très belle découverte. À côté de ça, bien sûr, je lis mes lectures pour le Grand Prix des lectrices L. Je vous en reparlerai plus tard. Et hier soir, j'avais envie d'un truc un peu sans prise de tête. Donc j'ai commencé Les Mille et une vies des urgences, le roman graphique adapté du roman de Baptiste Beaulieu. Donc voilà. C'est édité chez Rue de Sèvres, de toute évidence, et c'est plutôt agréable. Ce sont des petites histoires d'hôpital, d'urgence, hein, comme son nom l'indique, et voilà, et c'est plutôt agréable. Je vous montre un peu les planches. J'essaye de vous montrer un peu, hein. Alors là, contrairement aux deux derniers romans graphiques que j'ai lus, il y a quand même beaucoup de dialogues, il n'y a pas que des dessins. Mais c'est agréable, franchement.
ouais, ça se lit très bien, c'est vraiment agréable. Alors vous voyez, j'ai le petit marque-page de Eve qui est là. C'est pas la collection automne, là pour le coup, c'est encore la collection été, mais il est bien là. Et voilà, et du coup, très sympathique pour l'instant. Je sais pas trop où ça va me mener, mais j'aime bien. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre un peu plus tard. Encore une fois, je m'excuse pour ce carnet de lecture qui va être un petit peu décousu et qui risque d'être assez long. Mais voilà, c'est comme ça. Ce sont les aléas de la vie, n'est-ce pas? Allez, je vous reprends plus tard et je vous souhaite une belle continuité de vidéo. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 27 septembre, mardi midi exactement, sur la pause déj. Je sais, ce carnet de lecture est extrêmement long, extrêmement décousu et je m'en excuse, mais voilà, ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué. Donc, le prochain carnet de lecture paraîtra le 3 octobre et sera un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, niveau lecture, où est-ce que j'en suis ? Je vous avais parlé des 1001 vies, des urgences, j'ai eu un trou, les 1001 vies des urgences, l'adaptation du roman de Baptiste Beaulieu. Eh bien écoutez, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. Alors contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas que à destination des urgentistes ou des médecins ou du personnel hospitalier. Non, c'est vraiment à destination de tout le monde. C'est des petites anecdotes sur la vie aux urgences, la vie à l'hôpital. Et c'est des histoires de vie, c'est des histoires vraiment intéressantes, vraiment sympas. Alors, vous avez des histoires qui vous font sourire, d'autres qui vous font un petit peu verser quelques larmes. Voilà, il y a un petit peu de tout et c'est vraiment sympathique. Alors, je pense pas que j'irai jusqu'à lire le roman de Baptiste Beaulieu, parce que du coup, j'ai déjà un aperçu, hein, je vous en montre quelques planches, mais du coup, vous avez quand même des dessins assez agréables. Ah bah t'es là. Bon, nous avons été coupés. Normalement, je devrais être un petit peu plus au calme maintenant. Donc, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un roman graphique très intéressant, très sympathique. Ça vous fera passer un bon moment. Il y a quand même pas mal de dialogues, hein, contrairement aux autres romans graphiques que j'ai pu lire précédemment. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on lit en 1 heure, hein, contrairement effectivement à Ada que j'ai dévoré en très très peu de temps. Là, j'ai mis plus longtemps à le lire, mais du coup, c'est sympa. Ça se déguste tranquillement, ça se savoure, tout simplement. Ma lecture papier, que j'ai vraiment, vraiment bien entamée et je suis à fond dedans. Je suis trop fan pour l'instant. C'est une lecture pour le Grand Prix des lectrices L. Je peux enfin vous en parler parce que le magazine l'a publié le 29 septembre, les titres qui ont été sélectionnés pour le mois de septembre. Et du coup, j'aurai l'occasion de vous en parler à partir du 29 septembre, étant donné que le carnet de lecture sort lundi prochain. C'est bon, quand vous l'aurez, quand vous le visionnerez, le magazine aura publié, donc c'est ok. Je suis en train de lire le roman policier de la sélection de septembre et il s'agit de L'illusion du mal de Pier Giorgio Puglisi. Alors, si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le 2e tome de la saga de Pier Giorgio Puglisi et pour rappel, j'avais lu le 1er tome qui est L'île des âmes, je l'ai lu au mois d'août, donc voilà, pourquoi ça vous dit sûrement quelque chose. Donc c'est sorti chez Gallmeister, là vous avez la collection Totem hein, qui est ici, vous le voyez ici, voilà. Et ici c'est la collection Gallmeister, mais enfin c'est l'édition Gallmeister mais grand format pour le coup. Et voilà, je suis très très fan de la couverture, je trouve qu'il est très très beau ce livre. En plus, bon, vous n'avez pas le rendu et le toucher, mais c'est hyper doux, c'est trop sympa. Donc voilà,
Dans ce roman, on retrouve les deux enquêtrices principales qui sont Mara Rice et Eva Cross, qu'on retrouve toutes les deux à Cagliari, en Sardaigne. Et donc, pour le coup, là, elles vont enquêter sur un tueur en série qui est surnommé le dentiste. Donc, je vous passe les détails, mais vous aurez compris que ce tueur en série aime bien s'amuser avec les dents de ses victimes. Je pense que je vais ressortir de cette lecture avec une phobie définitive du dentiste. Hein, enfin bon. Voilà, d'ailleurs, si vous n'aimez pas le dentiste, c'est peut-être pas une très grande idée de vous lancer là-dedans. Mais bon. Voilà, le tueur en série est donc une personne qui se fait passer pour un justicier. En fait, il se sert des réseaux sociaux pour faire participer le peuple italien et leur demander si ils souhaitent que la personne qui l'a kidnappé meure ou pas. En gros, c'est ça. C'est un justicier, puisque bien sûr, il n'enlève que des personnes qui sont extrêmement malveillantes, hein, qui sont des criminels notoires, voilà, qui ont échappé à la justice italienne. Et donc, lui, il décide de venger le peuple italien et d'appliquer lui-même la justice. Voilà un petit peu le contexte, je vous en dis pas plus parce que c'est un deuxième tome, donc je veux pas non plus trop rentrer dans les détails. On fait la connaissance d'un nouvel enquêteur qui vient aider Mara Rice et Eva Cross, qui est un enquêteur qui vient de Milan, qui s'appelle Vigo Strega, je crois, ouais c'est ça. Non pas Vigo, Vito, autant pour moi, Vito Strega. Et honnêtement, c'est un enquêteur, c'est un personnage qui est hyper mystérieux. Moi je suis assez fan du personnage, donc voilà, et j'aime déjà beaucoup le duo d'enquêtrices, donc je suis complètement à fond dans ma lecture. J'ai commencé dimanche soir, on est mardi midi. J'en suis à la page 300, donc autant vous dire que j'ai lu la moitié, un peu plus de la moitié. J'ai qu'une hâte, c'est le finir et savoir ce qui se passe. Mais en même temps, je suis dans le mood où j'ai pas envie de trop me presser non plus, parce que je me dis, si je me presse, voilà quoi, il va être fini et qu'est-ce que je vais lire après? En gros, c'est un peu ça. J'imagine que vous connaissez ce sentiment d'avoir à la fois très hâte d'avoir envie de terminer le roman, je vais pas y arriver, hein. D'avoir envie de terminer le roman parce qu'il est super bien, mais d'un côté de le garder un peu pour vous parce que voilà, vous voulez continuer à savourer le suspense du livre. Et voilà, c'est exactement le sentiment que j'ai en lisant L'illusion du mal. Voilà où j'en suis pour l'instant. Je vous en reparlerai probablement pas dans ce carnet de lecture. Parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que je vous ferais des vidéos spécifiques pour le Grand Prix des lectrices L, donc je vous inviterai à aller voir la vidéo que je vais sortir pour les lectures du mois de septembre, et comme ça vous aurez mon avis final sur ce roman, mais je peux déjà vous dire que pour moi, pour l'instant, c'est une petite pépite, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, je reviens. J'ai ouvert ce carnet de lecture avec un unboxing où j'ai découvert la magnifique collection des marque-pages de Eve. Et écoutez, pour avoir discuté un petit peu avec Eve, elle vous propose un code promo sur sa boutique. Donc du coup, pour rappel, hein, je vous les remontre, ça c'est les deux, j'en ai deux parce que le troisième il est déjà dans un livre. Mais ça c'est deux des marque-pages que j'ai reçus de la collection automne. Avec la magnifique petite carte que vous avez là. Et là, je vous en ai ramené un aussi qui est plutôt sa collection été pour le coup, que j'avais reçu également. Donc, Eve vous propose 15% de réduction à partir de 15€ d'achat avec le code Sibylle15. Je vous le mettrai ici et en barre d'infos aussi avec le lien vers la boutique de Eve. Si jamais ça vous intéresse, eh bien écoutez, allez-y. Franchement, moi j'adore son travail, ses marque-pages, ils sont hyper sympathiques, ils sont très qualitatifs, honnêtement. Voilà, ils sont pas du tout habillés. Enfin là, franchement, celui-là, je l'ai emmené partout. Hein. Je l'ai trimballé partout pendant les vacances et tout. Et vous voyez, il est toujours aussi beau et toujours aussi intact. Donc non, c'est de la qualité, honnêtement. Et puis c'est vraiment sympa. Et ces petites cartes là, je trouve que c'est toujours hyper cool d'avoir des cartes comme ça à envoyer quand vous en avez besoin. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous remets toutes les infos en barre d'infos. Et puis
je vous laisse aller découvrir la boutique de Eve. Sinon, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais en rester là. Je vous dis à plus tard. Hello, on est jeudi matin le 29 septembre. Je vous prends rapidement avant de commencer ma journée. Je vous prends rapidement parce que j'ai un unboxing à faire avec vous. J'ai craqué pour la boutique Book Off en ligne puisque la boutique ferme bientôt. Je sais pas exactement quand, mais elle ferme bientôt. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle rouvrira ou si elle réouvrira un jour. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour acheter les derniers livres sur Book Off qui m'intéressaient. Donc je vous montre ça tout de suite. J'en profite pour boire mon café en même temps. Autant être efficace. Hein. Donc j'ai déjà préouvert le colis parce que voilà, je sais que vous n'avez pas forcément le bruit. Et ce que je comprends complètement. Alors il y a 4 romans dedans. 4 romans. 4 romans, dont 3 qui étaient sur ma wishlist depuis un petit temps. Et un pour lequel j'ai... Oh mais il est tout petit. Bref. Un pour lequel j'ai craqué sans qu'il soit sur ma wishlist. Hop, on enlève tout ça. Le premier pour lequel j'ai craqué... alors c'est pas celui-ci qui me faisait le plus envie dans les romans de l'auteur, enfin de l'autrice plutôt, mais bon, il me tentait quand même pas mal, donc je me suis lancée. J'ai acheté Le Dernier Bain de Gwenaëlle Robert, et en fait il est tout petit, j'étais trop étonnée, je pensais pas qu'il était aussi petit. En fait celui qui me tente le plus c'est son dernier, Sous les feux d'artifice, là, qui est sorti pendant la rentrée littéraire il y a quelques temps, il y a quelques semaines quoi. Mais voilà, celui-ci me tentait bien aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Quand je l'ai vu, je me suis un peu ruée dessus. Je vous lis la 4e de couverture. Paris en deux. La France vibre sous le souffle de la terreur. Jeanne, une jeune Anglaise cachée dans l'appartement d'aristocrate émigré, Théodose, un moine qui a renié sa foi par peur de la guillotine. Marthe, la lingère de Marie-Antoinette emprisonnée au temple. David, le fameux peintre et député de la Convention, ou encore Charlotte, une Normande tout juste arrivée à Paris. Ils sont nombreux ceux qui tournent autour du logis de la rue des Cordeliers, où Marat, cloîtrée, immergée dans des bains de soufre, traque les suspects hostiles aux idées de la République. Il ignore que certains d'entre eux souhaitent sa mort et qu'il ne lui reste plus que 3 jours à vivre. Bon voilà, autant vous dire que ça me tente bien. Ça se passe sous la terreur, donc je suis pas... je suis pas une grande connaisseuse de cette période historique, donc ça va être pas mal, je pense. Il fait 200 pages en fait, il est tout petit, donc franchement, je vais le lire rapidement, je pense. Voilà pour le premier. Ensuite, j'en ai pris un autre qui me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti, parce que je trouve la couverture magnifique. Il s'agit de Vie et mort de Lucy Lovelace de Laura Shepard Robinson. Je trouve que la couverture est superbe. Ça me fait un peu penser, la couverture me fait un peu penser aux 7 morts de Evelyn Hardcastle. J'ai mangé le nom de l'auteur, je ne pourrais plus vous dire. Que j'ai lu il y a quelques temps, j'avais beaucoup aimé, donc voilà, ça me fait un peu penser à ça. C'est un grand format, il est édité chez 18 et je vous lis la 4e. Dans les nuits profondes et scandaleuses de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Londres 1782, par une nuit d'été, Caroline Corsham voit l'une de ses amies agoniser dans ses bras, lui murmurant un énigmatique « Il sait ». Caroline comprend bientôt que son amie lui a menti. Lucy Lovelace, de son vrai nom, était la prostituée favorite d'un club d'hommes puissants.
Lorsqu'il apparaît que magistrats et notables ont davantage intérêt à étouffer le crime qu'à le résoudre, Caroline engage Peregrine Child pour trouver l'assassin de Lucy. Il fouillera jusqu'au tréfonds de la société géorgienne, au cœur d'un univers d'artifices et de tromperies, de vie secrète. De désillusion en hypocrisie, Caroline lèvera le voile sur tout un monde, celui où les hommes peuvent emmener de belles courtisanes au théâtre et coucher leurs fils adultérins sur leur testament. Un monde où les femmes, elles, paient de leur honneur tous les désirs dont elles sont l'objet, jusqu'à y perdre la vie. Voilà, bon, autant vous dire que cette 4e de couverture me tente énormément, hein, tout comme le dernier bain, mais voilà. Donc c'est pareil, j'espère le lire assez rapidement. Je suis désolée pour la luminosité, on va pas se plaindre, hein. Il fait hyper beau, ça fait 3 jours qu'il pleut ici, donc franchement on va vraiment pas se plaindre, mais c'est vrai que du coup la luminosité est assez puissante, je m'en excuse, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, le 3e roman qui était aussi dans ma wishlist, c'est un roman que l'une d'entre vous m'a conseillé et je la remercie vraiment, puisqu'il s'agit de Traqué de Adrian McKinty, édité chez Mazarine Thriller, maison d'édition que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque. Voilà, donc c'est le premier. C'est un grand format, comme vous le voyez, hein. Voilà, il est là. Et la 4e de couverture, je vais vous la lire, mais elle est hyper énigmatique, donc j'adore. Vous n'aurez pas dû venir sur cette île, vous n'auriez pas dû rouler si vite, vous n'auriez pas dû essayer de cacher le corps, vous n'auriez pas dû leur dire que vous pouviez les protéger. La chasse vient seulement de commencer et personne ne peut fuir indéfiniment. Voilà, bon, autant vous dire que c'est un thriller, hein, ça ne vous aura pas échappé, je pense. Donc, Traqué de Adrian McKinty, j'en ai entendu pas mal de bien, donc c'est pareil, j'ai hâte de me plonger dans les pages de ce thriller. Et le dernier, il n'était pas forcément sur ma wishlist, mais en fait j'ai un roman de cette autrice dans ma palle que j'ai mis dans ma palle automnale, donc que je compte lire très très bientôt. Je me suis dit que c'était l'occasion du coup. C'est donc un roman de Camilla Greb, donc encore une fois on est sur un thriller, c'est L'horizon d'une nuit. Et là il me semble que c'est un duo d'enquêteurs nouveau par rapport à sa série d'avant. Donc moi j'ai dans ma palle Le journal de ma disparition, qui doit être le 2e tome de sa première série avec 2 enquêteurs. Je pourrais plus vous dire le nom parce que je n'ai absolument pas les noms en tête. Mais voilà, et là je crois que c'est le 1er tome d'une nouvelle série, donc à voir. Je vais voir en fait comment se passe ma lecture du journal de ma disparition, si j'ai envie ou pas de continuer la série. Mais je me disais que ça pouvait être sympa d'avoir un autre roman de cette autrice dans ma palle. Donc c'est L'horizon d'une nuit, édité chez Calman Levy. Je trouve que la couverture est assez énigmatique aussi. Je la trouve relativement jolie. Enfin, jolie. Je sais pas si on peut trouver ça joli, mais enfin voilà, vous aurez compris, c'est assez mystérieux, assez puissant. Donc on va voir. Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent si fragile et attachant et sa splendide belle-fille Yasmine qui couvre ce dernier d'amour. Par une terrible nuit d'hiver, Yasmine disparaît près de la falaise, mais aucun corps n'est jamais retrouvé. Bientôt tous accusent Samir. Après tout, n'avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille ? Marie ne peut pas y croire, mais petit à petit, le doute l'envahit. Les inspecteurs Gunnar Vijk et Ann-Britt Svensson sont chargés de l'enquête. Jamais faux semblants et mensonges n'auront autant régné. Voilà. Il vous fait envie aussi, hein. Donc, c'était mes 4 craquages livresques de la boutique en ligne de chez Book Off. Voilà, je vous parle pas de mes lectures en cours ni rien puisque il faut absolument que j'aille travailler, donc je vous en reparlerai plus tard. En attendant, je vous dis à bientôt.
On se retrouve ce matin, on est samedi 1er octobre, il fait un temps affreux dans l'ouest de la France. Du coup, qui dit temps affreux, dit grosse théière, avec très grande tasse de thé, hein, n'est-ce pas? Il faut au moins ça pour survivre à cette journée très pluvieuse. Donc voilà, on est levé depuis hyper longtemps puisque ce matin c'était les bébés nageurs, donc voilà. Donc on s'accorde enfin une pause et j'en profite pour venir vous parler. J'en profiterai également pour clôturer ce carnet de lecture une fois que j'aurai fini de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Première chose, première petite annonce pour ce matin, sachez que dès lundi, donc le 3 octobre, nous commençons notre lecture commune avec Stéphanie sur Octobre de Soren Svestrup, je sais pas comment ça se dit, bref. On commence lundi. Si jamais vous êtes intéressé et vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Enfin, du coup, je vais publier ce carnet de lecture lundi soir vers 18h, donc c'est probable qu'on aura probablement déjà commencé la lecture commune, mais c'est une lecture commune libre dans le sens où j'ai fait aucun découpage, hein, comme vous pouvez le voir. Donc chacun va à son rythme. Donc si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Sachez quand même que Octobre c'est un thriller, je vous en ai parlé dans ma vidéo Palotonal. C'est un thriller et il fait... c'était quand même une grosse brique et j'avais pas fait attention en fait. Hein. Stéphanie, je pense qu'on est assez ambitieuse. Hein. C'est quand même une brique de 730 pages. Voilà. Donc... mais il paraît qu'il est très bien, j'ai eu pas mal de retours sur ce livre-là, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que voilà, c'était une très bonne lecture, très bonne découverte pour vous. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour nous, voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou alors laissez-moi un commentaire sur YouTube à la suite de la vidéo et puis je vous inclurai dans notre lecture commune, pardon. Ensuite, je voulais absolument vous parler d'une initiative que je trouve vraiment géniale et moi j'ai décidé d'y participer, donc je voulais partager ça avec vous. Il s'agit du challenge Booktobre Rose qui est la 2e édition, qui a été lancée par Amélie du compte Amélie un livre et Laura du compte Mademoiselle Bookslover. Ce challenge-là, il est lancé à partir d'aujourd'hui, 1er octobre, jusqu'au 31. Et l'objectif, c'est vraiment la lutte contre le cancer du sein, tout simplement. Hein. Et donc, si vous avez envie de participer, le principe est assez simple. Vous versez la somme que vous souhaitez par rapport à vos lectures sur le mois d'octobre. Par exemple, vous pouvez décider de verser 1 € par livre lu sur le mois d'octobre. Et donc, si par exemple vous avez lu 6 livres au mois d'octobre, bah, ça fera 6 € dans la cagnotte qui a été créée par Laura et Amélie. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun participe s'il a envie, et chacun donne ce qu'il veut, bien sûr. Donc si vous donnez, entre guillemets, que 6 €, bah écoutez, c'est déjà 6 € et c'est déjà énorme, et ce sera déjà ça de plus dans la cagnotte. Donc voilà. Bien sûr, je vous en parle parce que moi je trouve que c'est une super initiative et parce que je vais participer, mais vous n'avez absolument aucune obligation de le faire. Voilà, c'est juste que je trouve que c'est assez sympa. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à relayer l'information aussi sur vos réseaux. Plus le challenge a de visibilité, bah, plus la cagnotte augmente et plus c'est intéressant. L'année dernière, je crois qu'elles avaient réussi à récolter 1160 € ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est 1159 ou 1160 €. Donc c'est quand même énorme en un mois et bah, ça fait une belle cagnotte hein, pour la lutte contre le cancer du sein. Voilà, moi je trouve que c'est un challenge original si vous avez envie de vous donner pour cette cause-là et que vous ne savez pas comment le faire. Je trouve que c'est une façon originale en tout cas de le faire, de mêler un peu votre passion de la lecture avec une cause vraiment importante et voilà. Et franchement, les filles, si vous passez par là, sachez que c'est une super initiative, enfin moi je trouve ça génial. Donc bravo à vous pour cette idée parce que c'est top. Du coup, pour finir, je vous propose de vous parler de mes lectures en cours quand même, histoire de finir sur une note plutôt sympa et puis histoire de vous donner quelques envies de lecture, peut-être.
Alors, je vous avais laissé en vous disant que j'étais à fond dans l'illusion du mal de Pier Giorgio Pulci. Bon alors, sans grande surprise, hein, je l'ai terminé en 2 jours, je l'ai dégommé. Je voulais le savourer, bon bah je l'ai savouré, hein, mais j'ai pas pu m'empêcher de le lire à une vitesse folle, franchement. Je vous en reparle pas ici parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, il y aura une vidéo spécifique pour les lectures du mois de septembre du Grand Prix des lectrices L. Mais sachez que celui-ci, c'est une pépite, vraiment. Voilà. Sinon, j'ai commencé une autre lecture, du coup, j'ai commencé Les larmes noires de Marie Luther, de Anna Jean Mayou. Mayou, je sais pas trop comment ça se dit, bref. Roman qui fait partie de ma palle automnale, c'est le premier roman de ma palle automnale que je lis. Roman que j'ai dans ma palle, dans ma bibliothèque depuis des années et des années que je n'avais pas encore sorti, donc je suis bien contente de le lire. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez et si vous avez vu ma vidéo sur ma palle automnale, mais c'est vraiment mon objectif de cette année, c'est de sortir un peu mes reliques de la palle, là, enfin les livres qui traînent depuis 6 ou 7 ans, je veux vraiment les sortir. Donc, du coup, celui-ci en fait partie. J'ai lu 247 pages, marque page de élève. 247 pages, il en fait 380, voilà. Donc ça se lit hyper bien. De quoi ça parle, Les larmes noires de Marie Luther? Eh bien écoutez, ça parle de Juby. Juby, c'est une fillette qui a 13 ans. C'est une fillette qui vit à Charlotte, aux États-Unis. Je sais plus dans quel... je ne sais plus dans quel état. Caroline du Nord peut-être, je sais plus, bref. Donc elle vit à Charlotte aux États-Unis. Elle vit avec toute sa famille, sa mère, son père, ses 2 sœurs et son petit frère Davy. Et voilà, elle fait partie d'une famille nombreuse, hein, puisque, bon, bien sûr, ils sont quand même 4 enfants, et donc la maman a décidé de faire appel à une bonne, et donc la bonne en question s'appelle Marie Luther, et Marie, c'est une personne de couleur. L'histoire se passe en 1954, donc en plein milieu de la ségrégation raciale, hein, voilà, donc ne vous demandez pas quel est le thème, clairement c'est de la ségrégation. Et voilà, et donc du coup on suit un peu la vie de Juby à travers ses yeux de petite fille, on suit tout ça. La maman de Juby décide de partir en vacances parce qu'elle veut absolument aller voir son frère qui habite en Floride. Elle veut partir en vacances, le papa de Juby ne viendra pas, donc elle décide d'emmener Marie pour l'aider avec les enfants. Sauf que la Floride, c'est un état du sud, que la ségrégation dans le sud des États-Unis, c'est quand même quelque chose, c'est vraiment ardos, hein, faut le dire. Donc voilà, on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Juby, elle va être un petit peu témoin, enfin même pas un petit peu, elle va être témoin tout court d'ailleurs, de toutes les brimades, de toutes les injustices dont va faire l'objet, enfin dont Marie va faire l'objet. Voilà, en plus de ça, on se rend vite compte que les parents de Juby ont quand même quelques petits problèmes dans leur couple. Le papa de Juby est particulier, hein, il trompe la mère de Juby, il est quand même assez violent. C'est assez... Il boit beaucoup en plus, hein, donc voilà, c'est quand même un peu particulier, c'est une famille... On sent que c'est une famille, si vous voulez... une belle famille de blancs, voilà, bien sous tout rapport, et finalement quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petits secrets qui sont un peu glissés sous le tapis parce que c'est pas très très beau à voir quoi. Donc voilà, pour l'instant, alors le rythme est assez lent, je trouve, mais en fait, si vous voulez, c'est un petit peu les souvenirs de Juby, donc on alterne selon les chapitres. Alors il y a la partie au présent en 1954 où Juby est en vacances avec ses frères et sœurs et sa mère en Floride et avec Marie, donc voilà. Et vous avez aussi une alternance de chapitres où vous avez un peu les souvenirs de Juby sur des scènes un peu familiales, des scènes qui l'ont frappé avec ses parents, voilà, enfin des scènes un peu marquantes. Et donc ça alterne comme ça d'un chapitre sur l'autre. Donc c'est pas mal, en termes de rythme, c'est assez lent, mais du coup l'alternance de chapitres fait qu'on avance quand même pas trop mal dans l'histoire.
Après, pour l'instant, on est rendu à 200 pages et je vois pas trop où l'autrice veut en venir, en fait. Alors oui, effectivement, on est en pleine ségrégation raciale. Oui, on met le doigt sur le fait que les personnes noires sont beaucoup moins bien traitées que les personnes blanches, hein, clairement. On met clairement le doigt dessus. Mais je vois pas trop où on va aller. Voilà, pour l'instant, je découvre un peu le truc. Il y a de l'émotion, mais il y en a quand même moins que dans un roman comme La couleur des sentiments. Enfin, je vous parle souvent de La couleur des sentiments parce que pour moi c'est ma référence en fait. Hein. Si on parle ségrégation raciale, pour moi c'est Couleur des sentiments. Enfin, ça va pas... Voilà, c'est le roman qui pour moi doit être lu quand on parle de la ségrégation raciale. C'est vraiment le roman phare et c'est celui-ci que vous devez lire si jamais vous devez en lire un. Voilà, pour moi en tout cas. Donc voilà, donc il y a moins d'émotions dans celui-ci. Après c'est vrai que c'est assez original parce que on découvre l'histoire sous les yeux d'une petite fille blanche, voilà, donc c'est un peu original et c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir. Mais bon voilà, j'attends un peu la suite pour l'instant, je vous avoue que j'attends de voir ce qui va se passer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma lecture en cours. J'ai également commencé un nouveau livre audio, je vous en parle pas encore parce que c'est un roman qui a 15 heures d'écoute, là j'en suis rendue à 12 heures je crois, et je pense que ça... Enfin c'est pareil, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. En ce moment je lis pas mal de romans assez lents je trouve, je sais pas pourquoi, je suis un peu abonnée aux romans avec un rythme assez tranquille, voilà, on se presse pas. Alors c'est pas pour autant que ça veut dire que les romans sont pas bien, hein, au contraire, mais c'est vrai que j'aime bien quand le rythme est un peu péchu, et là en l'occurrence je suis pas sur ce genre de roman. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et pour cette semaine. Donc je vais en profiter pour clôturer ce carnet de lecture ici. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!